Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de la Volta Limbourg Classic. On va revenir un petit peu sur cette épreuve, sur ce qui s'est passé, mais surtout sur les tops et les flops. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Je pensais que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. EPS 2.0 sur les plateformes de podcast comme d'habitude. Les shorts TikTok juste après l'arrivée des grandes compétitions, notamment aujourd'hui le Tour de Flandre. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks et je remercie les gens qui le font. Et on attaque tout de suite avec cette vidéo de la Volta Limbourg Classic. La seule course pour moi qui prépare l'Amstel Gold Race, parce que il y a peu de courses aux Pays-Bas, il y a surtout peu de courses dans ce coin-là des Pays-Bas. Du côté des garçons, il y en a un peu plus du côté des filles, et c'est un terrain qui est très particulier, notamment avec la largeur des routes. Les routes sont très étroites, il faut parfois éviter vraiment les bords de route qui peuvent être sales, mais qui peuvent être aussi parfois pavés. Enfin, les routes sont assez merdiques en fait, et puis aussi cette particularité d'avoir les voitures qui sont garées sur le trottoir, et donc de ne pas pouvoir remonter sur le trottoir, contrairement aux courses flandriennes. Parce que là, c'est pas possible. Vous avez juste les voitures. Donc, il faut toujours faire attention avec beaucoup de changements de direction. C'est aussi l'Amstel, je crois que c'est la course où il y a le plus de virages, d'intersections. Il y en a tout le temps sur l'Amstel. C'est un enfer. Vraiment, c'est un calvaire, l'Amstel, de ce côté-là. Et la Volta Limbourg Classic, c'est la seule course qui permet vraiment d'avoir le même terrain de jeu et de pouvoir s'entraîner, on va dire. Et puis c'est pas une course qui est si plate que ça, on est quand même quasiment à 3000 mètres de dénivelé positif, donc c'est quand même une journée difficile. Je comprends même pas pourquoi cette course n'attire pas plus de coureurs. Parce que moi, si je voulais avoir comme objectif l'Amstel, ou si je voulais être performant sur l'Amstel, j'irais sur la Volta Limbourg Classic si j'étais coureur, pour moi. Parce que c'est vraiment le même type de terrain. Et au départ, on a toujours des listes de départ qui sont un peu maigrichonnes. Alors ça permet de mettre en avant les équipes continentales, mais c'est vrai que les équipes World Tour sont pas très nombreuses. Et je me dis que certaines équipes, peut-être au lieu d'aller au Grand Prix Miguel Indurain sans avoir réellement de grosses opportunités, au lieu d'aller sur une Pro Series et de marquer 0 points, marquer 10 points ou 15 points sur une 1-1, c'est peut-être plus intéressant. Mais le problème peut-être de cette épreuve, c'est que ce n'est qu'une 1-1 et pas une Pro Series, contrairement Grand Prix Miguel Indurain. Et comme elle se déroule le même jour, que vous avez également le Tour des Flandres le lendemain, et qu'on sait qu'il y a pas mal de coureurs qui font Tour des Flandres Amstel, c'est pas forcément évident. Course souvent très débridée qui se déclenche de loin, ça a encore été le cas cette année, parce qu'il n'y a pas vraiment de moment de répit au début de course, ça attaque tout de suite dans le dur. Et ce qui fait qu'au moment où la réalisation télé a pris l'antenne, on était à 70 km de l'arrivée, et on avait déjà plus que 15 coureurs à l'avant de la course, et le deuxième peloton était déjà très maigrichon et avait déjà très peu de chances de revenir. C'est une course qui est exigeante, donc aussi avec beaucoup d'abandon, 3000 mètres de dénivelé positif. Cette année encore, il n'y en a que 40 qui ont fini sur un peloton de 130 coureurs, un truc comme ça, donc c'est vraiment pas beaucoup. Alors que contrairement à l'année dernière, il faisait pas moins 1000, il n'y avait pas de la pluie, il n'y avait pas du vent, les conditions étaient... il y avait moins de vent, les conditions étaient plus agréables que l'année dernière. Alors par contre, dommage sur cette épreuve, c'est aussi parce que je pense que c'est une 1-1, c'est que la réalisation télé est vraiment pas top. Des fois, on a du mal à comprendre ce qui se passe, et surtout, il y a très peu d'écart entre l'arrivée de la course féminine et l'arrivée de la course masculine. Vous avez une heure. Donc, ce qui fait que on regarde la course féminine, déjà on voit 13 km, 12 km. En plus, la chaîne L'équipe a eu la bonne idée de remettre une pub, comme d'habitude à ce moment-là. Donc, de la course féminine, on a dû voir vraiment 6 km de la course féminine. Et du côté de la course masculine, ça s'arrête. Vous voyez ce qui se passe entre 70 et 55 km de l'arrivée. Et puis ensuite, vous avez les 40 derniers kilomètres. Donc il faudrait peut-être plus d'écart entre l'arrivée de la course féminine et l'arrivée de la course féminine, masculine et féminine. Je ne sais plus dans quel sens, mais il faudrait plus d'écart entre l'arrivée de ces deux courses. Par contre,
Alors, donc je comprends encore moins ce choix de commentateur à travers la Flandre. C'est que la chaîne L'équipe, là, avait les services de Johan Ofredo. Donc, Johan Ofredo, il a quand même fait, je pense, plus de classiques pavés que Pierre Rolland et Christophe Riblon dans sa carrière. Donc, je ne comprends toujours pas pourquoi, pour la chaîne L'équipe, ils mettent Riblon et Pierre Rolland alors qu'ils ont un consultant comme Johan Ofredo qui lui connaît quand même très très bien ces épreuves-là pour y avoir participé à plusieurs reprises et pour avoir parfois fait des bons résultats. Je pense notamment Paris-Roubaix et le Grand Prix de Denain, je crois me rappeler aussi. Il était tombé sur le Grand Prix de Denain aussi, il avait une très grosse chute sur le Grand Prix de Denain. Mais ouais, je comprends pas ce choix de la chaîne d'équipe. Et puis, vraiment, la chaîne d'équipe, il va falloir qu'il se calme sur les pubs. Hein. Parce que là, il y en a beaucoup, beaucoup. Alors, déjà sur Eurosport, il y en a beaucoup, beaucoup des pubs. Mais là, c'est surtout que les pubs sont très, très longues. Quoi. On est sur des spots de 8 minutes. Un jour, il faudrait que je chronomètre avec le téléphone combien dure le spot de pub. C'est affreusement long. Déjà qu'en France, on a tendance à avoir des spots de pub très longs. Mais alors là, la chaîne équipe, je pense qu'ils doivent battre des records. Allez, on regarde tout de suite les coureurs au top. Attaque de Marlou. Parmi les coureurs au top, j'ai mis Thibaut Kélich, mais en fait, Timo Kélich, mais on aurait pu mettre la Alpecin de Koenig. Très bien couru. Alors, Caden Groves, toujours compliqué, hein, abandon sur cette épreuve, toujours pas en forme. Contrairement à l'année dernière où ça avait démarré bien à partir du Tour de Catalogne et il avait enchaîné avec cette grosse victoire sur la Volta Limbourg Classique où il avait été très très bon. Là pour le moment c'est pas le cas du côté de Caden Groves. À la place on a eu Timo Kélich et Ulig, très bien joué. Kélich il a suivi, il est parti dans un deuxième temps. Vous avez Pascal Encorn qui part à une dizaine de kilomètres de l'arrivée. Et puis Kélich, il a décidé de sortir 2-3 kilomètres après. Et en fait, ils ont fait la cassure tout de suite. Ce qui fait que Kélich a pu revenir sur Pascal Encorn. Et ensuite, il s'en est bien sorti. Parce que Pascal Encorn décide, à partir de 4 km de l'arrivée, de plus prendre de relais. Il décide de ne pas prendre de relais, ce qui est un énorme risque quand même de la part de Pascal Encorn parce que face à Kélich, il pouvait peut-être matcher un peu au sprint. Dans le groupe de derrière, ça allait être plus compliqué. Après, c'est un choix de sa part. Kélich a fait le job, il a roulé. Il a décidé de ne pas freiner. Et ensuite, vous avez un virage en angle droit qui est très important à 250 mètres de la ligne. Et ensuite, vous avez des pavés en flot plat montant. C'est un sprint sur pavé. La Volta Limbourg Classique, c'est la particularité de cette épreuve. Et du côté de Timo Kélich, on s'est fait un peu devancer par Pascal Encorn quand Encorn décide d'accélérer avant le virage, sauf que Encorn, je pense qu'il fait son effort beaucoup trop tôt, et ce qui fait que Kélich a réussi à le contrer dans le sprint ensuite à l'arrivée. Donc très très belle performance de Kélich, qui a quand même salué à l'arrivée Encorn parce que ils ont quand même fait un petit bout de chemin ensemble et c'était très cordial entre les deux parce que en plus il n'était pas forcément obligé Kélich parce qu'encore une fois Encorn sur les 4 derniers kilomètres il lui prend pas un relais du tout mais il a peut-être bien aimé l'adversité et ce match-là et puis c'est important pour Timo Kélich parce que c'est une belle victoire encore une fois sur une belle classique après une grosse journée à l'avant parce que il est quand même dans l'échappée, dans le groupe de 15. Donc voilà, très très belle journée pour lui. Il avait déjà fini 5e du Samin, par exemple, une autre course 1-1 de qualité. Donc voilà, deuxième victoire chez les professionnels. L'année dernière, elle avait remporté une étape du Tour de Wallonie, qui est déjà une course qui est compliquée. Mais c'est un bon petit résultat pour sa première année dans l'équipe 1 de Alpecin parce que l'année dernière elle était dans l'équipe développement du côté de Timo Kélich, donc c'est bien ce que fait le Belge. Et puis on peut noter également la belle performance de Henri Ulig au sprint, dans le sprint du peloton qui s'impose et qui prend également une belle 3e place. Henri Ulig, jeune allemand de 22 ans, lui aussi première année dans l'équipe 1 de la Alpecin. Il avait fini à 7e du Grand Prix Jean-Pierre Montserrat dans des conditions difficiles et puis 3e de la 2e étape du Tour d'Antalya parmi ses bons résultats à Ulig, et je trouve que c'est un coureur qui progresse, cet Allemand du côté du sprint. Donc c'est peut-être la nouvelle pépite du sprint qu'a déniché Alpecin de Koenig, coureur qui avait remporté l'année dernière une étape de l'Alpe Isère Tour
c'était en 2022 pardon, et une étape du Baltic Chain Tour, ça c'était en 2023. Il y a souvent pas mal de sprinters sur cette épreuve du Baltic Chain Tour. Et deuxième du général de cette même épreuve, il avait remporté également une étape du Province Cycling Tour en Belgique, aussi, qui est une épreuve nationale. Et puis troisième de Gand Wevelgem chez les jeunes, ça c'était la saison dernière. Voilà, en termes de résultats du côté de ce coureur. Et Timo Kelish, qui fait de temps en temps un petit peu de cyclocross, notamment il avait fait pas mal de Coupes du Monde. Cette année, il a été beaucoup plus raisonnable. Enfin voilà, il n'en a fait qu'une seule qu'il avait abandonnée. Mais sinon, c'est un coureur qui fait pas mal de cyclocross. Voilà, 21e également du Grand Prix cycliste, la Marseillaise, Timo Kelish. C'est un bon début de saison de la part du Belge. Deuxième coureur top, j'ai mis Frank Van Den Broek, le jeune coureur néerlandais qui, encore une fois, n'a aucun lien de parenté avec l'autre Frank Van Den Broek, l'ancien coureur qui était passé notamment du côté de la Cofidis, le Frank Van Den Broek de la DSM. Là aussi, on est sur un coureur qui est intéressant, qui a commencé chez les pros en continental chez Adblock. On sait que c'est une équipe qui a formé pas mal de jeunes coureurs, qui est arrivé très vite dans l'équipe de développement de la DSM et qui est depuis 2024 dans l'équipe 1 de la DSM. Donc il a vraiment franchi les caps très rapidement. Ce coureur néerlandais, vainqueur de la Ronde de l'Oise l'année dernière, d'une étape du Tour d'Alsace, d'une étape également de la Ronde de l'Oise et d'une étape du Tour of King Lake, donc ce qui est un très bon début de carrière pour ce coureur-là. On l'a vu notamment sur le Het Nieuwsblad où il avait pris l'échappée. 14e également de la première étape du Tour de Catalogne, 9e aujourd'hui. Pourquoi je le mets en top? Vous allez me dire, oh, il est que 9e de cette course-là, c'est pas si exceptionnel que ça. Il a mis une grosse minace à une quinzaine de kilomètres de l'arrivée, ce qui je trouve était assez intelligent parce que on voyait que dans le groupe de 15, ça avait du mal à, enfin ils étaient plus 15 à ce moment-là, ils devaient être 12 ou 10, ça avait du mal à collaborer les uns avec les autres. Donc c'était assez difficile à ce moment-là, on sent que c'était une très très grosse bagarre et il a été très performant à ce moment-là. Il met une grosse attaque. Bon, derrière, pas de chance pour lui, ça a bien suivi pour le néerlandais. Donc au sprint, ça a été plus compliqué pour lui, mais il s'en est très très bien sorti pour un coureur qui était un peu seul. Il faut bien le dire aussi, du côté de la DSM, il n'était pas forcément aidé, vu que c'était l'équipe de développement qui était au départ de cette épreuve. Donc c'était pas forcément évident pour Frank Van Den Broek, mais voilà, je trouve qu'il y a un résultat qui est satisfaisant pour un coureur qui était là aujourd'hui dans cette équipe de développement, dans cette Volta NXT Classic, c'est le nouveau nom. J'ai dit Volta Limbourg Classic, non, elle ne s'appelle plus Limbourg. Voilà, même si on traverse cette province-là. Et oui, très belle performance, je trouve, de la part du coureur néerlandais. J'ai bien aimé son attaque. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai voulu le mettre parmi les tops. Et puis j'ai mis également l'équipe TDT. L'équipe néerlandaise TDT qui je trouve s'en sort très très bien sur cette épreuve. C'était leur deuxième participation, je crois, à l'équipe de Bas-Tietema. Je crois que l'année dernière, elle avait déjà fait cette épreuve-là. Mais une belle 6e place de Jelle Johannik. Il y avait également Tomasz Kopecky qui était dans ce groupe-là, qui a vu sa sœur monter sur le podium de l'épreuve féminine. Et puis, ils s'en sortent bien parce que 3 coureurs dans les points UCI pour une formation comme ça de deuxième division, mais qui vient d'arriver en deuxième division, c'est un bon résultat. Et ça récompense, je dirais, la bonne forme de cette équipe, parce que je trouve qu'ils font, pour le moment, ils sont vraiment très présents à l'avant des courses. Alors, en termes de résultats comptables, ça a du mal à marquer des gros points. Ça, c'est peut-être la petite déception, parce qu'au niveau UCI, ils sont à 284 points, avec De Vries qui en a marqué 75.
pour le moment. Mais je trouve qu'on les voit beaucoup. Ils essayent de se montrer, d'être à l'avant. Les sponsors sont visibles. Donc je pense que l'équipe doit être contente du côté des résultats. Alors c'est une équipe qui doit encore progresser, hein, parce qu'en deuxième division, on attend plus de résultats. Équipe qui sera notamment sur le Tour des Abruzzes. Ça sera le 9 avril prochain. La Flèche Brabançonne le 10. Et puis l'Amstel et le Tour des Alpes également, hein, pour cette formation qui sera une grande course par étape pour eux. Et il y aura sur le Tour des Abruzzes notamment Ulissi avec Finn Fisher Black du côté de la UAE. Et pas mal d'équipes continentales. Il y aura Israël Première Tech également et Astana au départ. Puis pas mal de continentales italiennes, de Conti Pro. Il y aura également le team Ukkyo. Alors intéressant ce team Ukkyo qui voudrait également monter en deuxième division. JCL Team Ukkyo, c'est une équipe qui est là depuis au moins plus de 10 ans en continental. C'est l'une des meilleures équipes asiatiques et qui veut être présent en Europe, qui veut surtout devenir la première équipe japonaise à participer au Tour de France. Donc ça, c'est l'objectif de cette formation. Et donc pour cela, ils vont notamment s'installer en Italie une grande partie de la saison. Ils ont recruté également un ancien directeur sportif de la Bahreïn. Donc ça va être intéressant de voir ce que ça va donner du côté de cette formation. Mais eux aussi veulent monter en deuxième division et il va commencer à y avoir pas mal de monde en deuxième division. Et il n'y aura peut-être pas de la place pour tout le monde. Donc à la place notamment d'une Flanders baloise, je commencerai à m'inquiéter parce que la Flanders baloise, je crois, est 103e ou 104e au classement UCI. La team Flanders, ils sont très très loin pour le moment. Allez, on regarde tout de suite les bonnets d'âne. Du côté des flops de cette Volta Limbourg classique, du côté des bonnets d'âne, Intermarché, c'est dommage parce qu'ils étaient nombreux dans le groupe de 15. Ils étaient 3 notamment, donc je me disais tiens, Intermarché, un peu comme Alpecin, ils peuvent faire vraiment la bonne course et essayer de bien contrôler les attaques, et puis ensuite quand il y a l'opportunité ils peuvent saisir cette opportunité là, et puis en plus ça fera du bien à Intermarché parce que la première partie de saison a pas été forcément si formidable que ça. Au final, le premier Intermarché, il est 4e avec Francesco Buzzato. Alors, c'est pas catastrophique. Je pense qu'il y avait quand même mieux à faire. Je trouve qu'ils n'ont pas vraiment couru en équipe. Et puis surtout, il y a des éléments qui ont disparu très vite de ce groupe de tête, qui ont vraiment craqué. Je pense notamment à Simone Gualdi, qui était très très bien. Donc, c'est dommage parce que il pouvait mieux faire. Voilà, il pouvait vraiment mieux faire, mais je pense que ils ont peut-être pas forcément très bien géré. Alors peut-être qu'il y a des coureurs également qui se sont retrouvés un peu trop en difficulté, mais c'est vrai qu'au départ de la course, enfin à 70 bornes de l'arrivée, quand je vois l'équipe, je me dis putain, Intermarché, là ils ont une belle opportunité. Je me dis c'est bien, ils sont en place. Allez, ça peut vraiment faire un bon groupe et vraiment sortir un résultat intéressant. Puis à la fin, tu t'aperçois qu'il n'y en a qu'un seul qui reste dans le groupe de tête et qu'ils ont vraiment pris l'eau dans les 25 derniers kilomètres. Peut-être encore une fois, c'est des coureurs qui étaient jeunes avec Buzzato, donc peut-être un manque d'expérience, un manque de caisse. Encore une fois, c'est une course qui est dure physiquement, cette épreuve. On n'a pas l'impression, mais 3000 mètres de dénivelé positif avec que des petites bosses, ça veut dire qu'on enchaîne quand même pas mal au niveau de la journée. Je crois qu'il y a 17 monts au programme, 17 ou 18 monts, donc je suis peut-être même loin du compte, parce que quand je vois les petites bosses sur la carte Pro Cycling Stats, mais ça enchaîne toute la journée, et c'est un peu comme l'Amstel, c'est-à-dire que c'est des journées qui sont longues. Et sur 190 km, ça n'arrête jamais. Et peut-être que voilà, du côté de Buzzato, ça a été compliqué à gérer aujourd'hui. C'est dommage parce que voilà, l'équipe Intermarché était plutôt bien en place. Donc je pense qu'il y avait de quoi mieux faire. Brandbilla, ouais, alors autant je vous ai mis en avant Frank Van Den Broek, mais l'attaque elle est quand même un petit peu intelligente. L'attaque de Van Den Broek, il a 15 bandes de l'arrivée. Il est seul en plus, donc à un moment faut tenter quelque chose. Il sait que c'est pas le plus rapide au sprint. Autant Brandbilla, l'attaque à 50 bornes de l'arrivée, c'est trop loin.
c'est trop loin de la part de Gianluca Brambilla. Il s'est peut-être un petit peu enflammé. C'est vrai que ça fait depuis un an, l'année dernière, je crois me souvenir qu'il n'y avait pas eu de grands résultats pour Brambilla. Et puis il faut le dire également que Q36.5 en termes de résultats, c'est pas fantastique pour le moment. Mais il y avait tellement mieux à faire que cette attaque. Voilà, du côté de Brambilla, c'est très frustrant. Très frustrant. Ouais, surtout qu'en plus, là, je regarde, semaine internationale Copier Bartali, il fait 3 top 10. Milan Turin, il est 6ème. 5ème de la Loula-Tour. Donc oui, c'est peut-être même l'un des coureurs qui a marqué le plus de points chez Q36. C'est pas catastrophique. Mais ouais, j'ai l'impression qu'il s'est un peu trop enflammé. Voilà le coureur quotidien en se disant ah, c'est peut-être l'opportunité, je peux peut-être aller chercher une victoire. C'est un coureur qui a 36 ans, qui est peut-être dans sa dernière année chez les professionnels. Donc il s'est dit ah, je peux le faire. Et puis il en a trop fait. Et son attaque à 50 bornes, 15 km après, il est largué par le groupe de tête, donc c'est dommage. Encore une fois, il y avait bien mieux à faire, je pense, du côté de Gianluca Brambilla. Et il fallait attaquer, mais plus tard, tout simplement pour le coureur italien. Donc petite frustration pour un coureur qui a déjà 15 saisons dans les pattes, quoi. Hein. On est sur un coureur qui est présent depuis très longtemps. Coureur qui a commencé chez les pros en 2007 dans une équipe qui s'appelait Volkswagen Trek à l'époque. Il était dans une équipe canadienne, c'était le seul italien dans cette formation. Ensuite, il était retourné chez les amateurs dans l'équipe de formation de la Liquigas. Il était avec Enrico Battaglin à l'époque. Il y avait qui d'autre? Il y avait Davide Cimolai également dans cette formation. Il y avait Manarelli, le Brésilien. Il y avait Modolo, il y avait Danielos. Il y avait Elia Viviani également. Donc, il y avait du très gros monde dans cette formation. Et puis ensuite, il a rejoint la Liquigas. Non, il a rejoint Colnago, pendant 3 ans avant d'aller chez Omega Pharma Quick-Step. Trek à partir de 2018 et puis Q36 depuis 2023. Donc il n'a jamais roulé à la Liquigas. Alors pourtant en 2010 la Liquigas existait encore, mais elle n'avait peut-être pas vraiment cru en lui. Troisième coureur flop, troisième équipe flop, c'est la Visma. C'est dommage du côté de la Visma Leasebike, ils sont complètement absents du groupe de tête. Alors, ils se sont peut-être fait avoir, hein. Du côté de la Visma Leasebike, ils n'étaient pas venus avec une grosse formation non plus. Hein. Julien Vermotte, Tosh van der Sande, Colby Simons, Pietro Matteo, Tom Schellekens. C'était quand même pas mal de coureurs qui étaient dans l'équipe développement. Donc pas forcément des coureurs qui sont habitués à ce niveau-là de compétition. Mais là, ça a été très difficile pour eux en termes de résultats. Tosh van der Sande seulement 20e et puis complètement absent du groupe de devant. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun Visma Leasebike, donc ils se sont vraiment ratés. C'est frustrant parce que je crois que j'en avais déjà parlé l'année dernière. Il n'y a pas beaucoup d'épreuves néerlandaises chez les garçons professionnels. Donc quand tu as une équipe néerlandaise, normalement c'est quand même bien d'être à l'avant de la course, d'être présent. Alors j'ai envie de dire qu'au moins ils ont mis l'équipe 1. Enfin c'était pas l'équipe réserve. Mais quand tu regardes, ça ressemblait quand même comme à une équipe réserve, parce que tu as la moitié de l'équipe, c'est la réserve. Hein. Enfin, tu as 4 coureurs sur les 6, c'est de l'équipe réserve. Donc c'est un petit peu dommageable de ne pas mettre plus de coureurs sur une épreuve comme celle-là, quand tu es à domicile, quand encore une fois, il n'y a pas beaucoup d'épreuves professionnelles aux Pays-Bas. C'est bien de se montrer avec un peu plus de coureurs, quoi. C'est un peu dommageable, je trouve, du côté de cette formation, de ne pas mettre vraiment les moyens. Je pense quand même qu'ils avaient les possibilités de mettre 2-3 coureurs au départ, même s'il y a eu quand même quelques blessés et quelques problèmes avec certains coureurs. Tu vois, je me dis, un Christophe Laporte, pour tenter de reprendre après une période compliquée avec sa grippe intestinale, ça aurait pu être intéressant, par exemple, sur cette course-là, de repartir sur une épreuve comme celle-là, difficile, pour se remettre vraiment dans le bain.
Bon, voilà, surpris d'avoir une équipe aussi faible en fait au départ, quand tu t'appelles la Visma Leasebike. Donc voilà, toujours un petit peu dommageable. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao, ciao!